Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du programme Parrainage de compétences de HEP Entrepreneur sur le thème de l'étude de marché, conception et utilité pour un porteur de projet ou un entrepreneur. Donc moi, je suis Aïssatou, je suis coordinatrice de programme au sein de l'association et aussi en charge de la mobilisation bénévole. Je laisse la parole à ma collègue Virginie qui est avec moi pour se présenter et aussi vous présenter un peu ce programme. Merci à tous. Donc, je suis Virginie Morin et je suis aussi responsable d'un des programmes de HEP, le programme Parrainage de compétences, et en charge de la mobilisation bénévole. Donc, le programme Parrainage de compétences, c'est un programme qui est destiné aux entrepreneurs qui ont un handicap et qui souhaitent du coup structurer ou renforcer leur projet entrepreneurial. Du coup, on est aujourd'hui accompagné d'Hélène, qui est la traductrice en langue des signes française pour ce webinaire, et de Sarah, qui sera l'intervenante pour cette session. Merci Virginie. Alors, juste pour vous dire, dans son webinaire, il est 100% accessible en langue des signes française, donc comme l'a dit Virginie, qui sera interprété par Hélène, que nous remercions pour sa disponibilité. Et sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à Sarah Beder pour qu'elle puisse très rapidement se présenter à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Virginie, Aïssatou, Lucie et Hélène pour cette invitation. Pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Sarah Beder. Je suis encore étudiante donc, en école de commerce. Durant mes expériences passées, j'ai pu travailler dans le secteur du conseil et réaliser plusieurs études de marché. J'étais notamment vice-présidente d'une association de conseil étudiant. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon alternance, je travaille encore au quotidien avec des entreprises pour réaliser des études des marchés. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup Sarah pour ta disponibilité et aussi pour le partage des compétences avec les entrepreneurs de l'association. Donc là déjà, j'ai une première question dans le chat en ce qui concerne la vidéo. Donc je laisse la parole à Virginie pour qu'elle puisse vous partager un peu toutes les informations liées à la logistique. Merci Aïssatou. Effectivement, du coup, on est aujourd'hui sur un webinaire sur Zoom et donc vous ne pourrez pas activer votre vidéo ni activer votre son. Donc, vous pouvez bien évidemment réagir, poser des questions, mais ça se fera par le biais du chat ou alors de l'onglet questions-réponses que vous avez juste en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Et nous, avec Aïssatou, on va prendre vos questions et on les transmettra à notre tour, du coup, à Sarah. Merci Virginie. Et du coup, je passe la parole à Sarah pour démarrer concrètement ce webinaire. Très bien. C'est parti. On va parler pendant une trentaine, quarantaine de minutes, on va dire, sur l'étude de marché. La première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qu'une étude de marché en fait? Qu'est-ce que le marché en fait? Connaître le marché, c'est connaître à la fois l'offre et la demande en fait dans un secteur particulier. Ça vous concerne directement en tant qu'entrepreneur, que vous ayez déjà lancé votre projet ou que vous soyez encore en phase de recherche. L'étude de marché, ça va être une étape clé, comme vous allez le voir pendant ce webinaire que je vais pouvoir effectuer. On va répondre à plusieurs questions. La première qui paraît toute évidente, c'est essayer de comprendre pourquoi réaliser une étude de marché. Qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait? Ça peut apporter plusieurs choses distinctes, 3 éléments distincts que je vais vous présenter. Le premier objectif d'une étude de marché, c'est de connaître ses clients. C'est quelque chose de très important, de pouvoir savoir qui ils sont, c'est-à-dire connaître leur profil sociologique, leurs habitudes de consommation, leurs attentes aussi par rapport aux services ou aux produits que vous allez vouloir lancer. À côté des clients, un autre élément important, ça va être la concurrence. Le but, ça va être de l'identifier, de savoir ce que font vos concurrents actuels, les concurrents directs, donc qui sont vraiment sur le même type de produits, de services que vous, et les concurrents indirects, un peu plus éloignés, mais qui quand même ont des clients qui peuvent être similaires aux vôtres. Cette fois-ci, en ce qui concerne les concurrents, l'objectif, ça va être de pouvoir comparer leurs produits, leurs services, de connaître aussi leurs spécificités. Et derrière vous, ça va vous permettre de vous positionner justement par rapport à eux. Troisième point qui est important aussi, c'est de pouvoir présenter son projet.
Réaliser une étude de marché, ça va vous permettre de vous positionner, d'évaluer la rentabilité de votre projet. Quand je parle de rentabilité, ça implique aussi une partie financière et de convaincre par la suite les investisseurs si vous recherchez des fonds, si vous souhaitez pouvoir obtenir un prêt, par exemple, auprès des banques. Ça va faire partie de l'étude de marché, ça va concerner un peu plus le côté business plan, mais il me semble que vous aurez l'occasion lors d'un autre webinaire d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Je vais quand même l'aborder parce que c'est un point important. Donc, pour résumer, la première idée, pourquoi réaliser une étude de marché? 3 points importants, connaître les clients, connaître les concurrents et pouvoir positionner, voir le potentiel de son projet. Ensuite, pour rester un peu plus loin sur l'étude de marché, on va se concentrer sur les différents types d'études de marché qui existent. Effectivement, il faut savoir qu'en fonction en fait, de ce que vous allez rechercher, donc les 3 objectifs que j'ai pu citer précédemment, vous allez réaliser une étude de marché différente. Si votre objectif est de connaître vos clients, une étude qui se fait assez régulièrement est l'étude quantitative qui est très adaptée pour ce type d'objectif. Qu'est-ce qu'une étude quantitative? Ça consiste en fait à analyser les opinions, les comportements d'un échantillon de population en fait, que vous aurez ciblé et de administrer des questionnaires que vous allez ensuite analyser pour voir leurs attentes et leurs profils. Pour réaliser cette étude quantitative, c'est vrai qu'il y a une structure type, on va dire, qui revient. La première, c'est de pouvoir rédiger et structurer votre questionnaire. Donc voir quelles questions vous allez poser. Est-ce que ça va être des questions ouvertes ou fermées? Donc une question fermée, c'est où on va attendre une réponse type de la personne. Oui, non, noir, blanc, par exemple. Alors qu'une question ouverte amènera la personne à répondre avec des phrases plus complètes et à donner son avis de manière un peu plus libre. Une fois que ce questionnaire est structuré, il va falloir identifier l'échantillon de personnes à qui l'administrer en fait. Donc définir la taille pour que l'échantillon soit représentatif. C'est évident, si vous administrez le questionnaire à 10 personnes, ça sera loin d'être suffisant pour avoir quelque chose de représentatif du marché. Et définir aussi des critères importants. Par exemple, si ce que vous souhaitez, c'est je sais pas, lancer par exemple une activité dans la restauration, et cibler des personnes qui consomment déjà, qui ont l'habitude d'aller dans des restaurants. Voilà, essayer d'adapter en fait l'échantillon à quelque chose qui soit adapté à votre secteur. Troisième étape, une fois que le questionnaire est rédigé et que vous avez défini les personnes à qui l'administrer, il s'agit tout simplement de la phase terrain, si j'ai envie de dire, oui, de pouvoir transmettre et administrer le questionnaire. Plusieurs solutions existent, ça peut se faire en présentiel, ça peut être par téléphone, on peut passer aussi par les réseaux sociaux. Suite à ça, il y a donc l'analyse de données qui est une étape importante. C'est à partir de celle-là qu'on va pouvoir définir des tendances, si j'ai envie de dire, des tendances sur le profil du consommateur, sur leurs habitudes de consommation, sur leurs attentes aussi par rapport à votre produit. Et enfin, dernière étape, rédiger les conclusions issues de cette analyse de données. Donc, vous voyez qu'il y a une structure qui est plutôt bien définie, qui permet de réaliser son étude quantitative. Un autre type d'étude qui peut exister pour connaître son client, ça va être l'étude qualitative. Quelle est la différence entre les deux? Dans la quantitative, on va chercher à avoir un grand nombre de réponses, interroger beaucoup d'individus pour pouvoir quantifier, en fait, avoir une idée de mesurer tout simplement l'intérêt pour un service, un produit qu'on peut vouloir lancer. Alors que dans l'étude qualitative que je vais présenter maintenant, on va chercher à aller plus loin, à comprendre, en fait, à décrire un phénomène. Et donc, dans les réponses, on cherchera des réponses plus développées de la part des personnes qu'on interrogera. L'objectif est le même, c'est de connaître ses clients, mais en termes de questionnaire, il sera un peu plus différent. On fera beaucoup plus des entretiens ciblés sur un panel qu'on aura bien défini, des entretiens plus longs en général avec plus de questions ouvertes aussi pour amener la personne à s'exprimer davantage. Vous pouvez vous demander s'il faut réaliser une étude quantitative et qualitative pour connaître ses clients. Pour lancer un projet, je pense que l'étude quantitative, donc la première que j'ai présentée, est plus importante, puisqu'elle permet en fait de quantifier le potentiel, on va dire, d'un projet. Une fois que cette étape-là est faite, on peut envisager une étude qualitative pour aller plus loin dans les réponses.
Donc voilà, les deux peuvent se faire, mais la quantitative est en général privilégiée pour lancer un projet. Ensuite, si vous cherchez à connaître cette fois-ci vos concurrents pour pouvoir vous positionner par rapport à eux, voir à quel point le marché est saturé, à quel point il y a encore un potentiel, il est important de réaliser une étude documentaire. Il faut vous dire que quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, même si vous pensez avoir une idée totalement innovante, totalement neuve, l'étude de marché va être une étape importante pour valider en fait cette intuition que vous pouvez avoir. L'idée ici, ça va être de connaître un secteur d'activité ou un marché en récoltant plusieurs informations et en les synthétisant à partir des ressources qu'on aura trouvées. Ça va être concerner le secteur en général, mais également vraiment en se concentrant davantage sur les principaux concurrents qu'on va pouvoir trouver. Les différentes étapes, cette fois-ci, pour l'étude documentaire, la première qui est vraiment clé, c'est de définir les objectifs de notre recherche. Est-ce qu'on souhaite connaître l'évolution du marché dans 5 ans? Est-ce qu'on souhaite connaître les principaux concurrents? Est-ce qu'on veut connaître leur prix, les services qu'ils proposent, leur, je sais pas, politique après-vente, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'on cherche en fait à déterminer? C'est important de bien le définir pour parvenir à nos objectifs à la fin. Ensuite, sélectionner des sources d'informations qui peuvent être intéressantes pour répondre à nos objectifs et surtout fiables. Donc, s'assurer que voilà, nos informations sont cohérentes. On peut par exemple trouver une information et la comparer avec un autre site, une autre source pour s'assurer voilà, de la fiabilité de ce qu'on a pu avoir. Et une fois que ces informations sont récoltées, tout simplement les hiérarchiser, voir lesquelles sont importantes pour notre projet et ensuite les synthétiser pour avoir un rapport en fait à l'issue de cette étude. Pour l'étude de marché, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il faut la réaliser, c'est très important, mais surtout, il faut bien utiliser les informations qu'on a récoltées. Le but, ce n'est pas simplement de réaliser l'étude et de la mettre dans un coin et de se dire que voilà, c'est fini, on peut passer à la suite dans son projet. Non, au contraire, il faut se servir de l'analyse qu'on a faite pour pouvoir en fait rebondir, donc adapter son projet, se mettre sur peut-être un segment ou cibler une clientèle différente de ce qu'on a pu voir chez les concurrents, adapter en tout cas son idée et aller plus loin grâce à cette étude qu'on a pu réaliser. Et enfin, le troisième type d'étude, si on souhaite présenter son projet, voir son potentiel, on va plutôt se tourner vers le business plan. Qu'est-ce qu'un business plan? C'est en fait une présentation de son projet entrepreneurial avec un rapport beaucoup plus détaillé qui précise, qui présente l'entreprise, son modèle, la stratégie qu'elle peut avoir sur 3 à 5 ans et les tableaux financiers prévisionnels. Cette partie-là est plus complexe. C'est vrai qu'on fait souvent appel à des personnes externes, des parties prenantes externes pour cette partie-là, alors que pour les 2 premières parties que j'ai pu vous évoquer, vous pouvez tout à fait, je vous donnerai les ressources qui peuvent vous être utiles de réaliser par vous-même si vous avez vraiment la motivation, la structure en tête et vos objectifs. Donc voilà pour cette deuxième partie qui consistait à présenter les différents types d'études de marché. Je reviendrai bien sûr dessus si vous avez des questions. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et j'y répondrai avec plaisir à la fin. Ensuite, comment réaliser une étude de marché? C'est vrai que là, on était vraiment dans la théorie pour présenter la structure. Maintenant, on va aller plus dans le concret pour voir les différentes bases, les différents outils que vous pouvez utiliser. Je vais vous les citer à l'oral. Je peux les écrire peut-être à la fin dans le chat si ça vous semble utile. Pour la première partie, donc quand on souhaite connaître ses clients, on peut utiliser des bases de données. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. Donc je vais vous les citer et vous dire où vous pouvez les trouver. La première, c'est l'INSEE, donc, que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, où il y a pas mal d'études. L'aspect démographique est assez important, plusieurs marchés qui sont présentés. Donc ça peut être une bonne source d'information pour quantifier un peu le marché. Il y a aussi des sources payantes, mais que vous pouvez trouver par exemple en libre accès dans certaines bibliothèques. Je pense notamment à Xerfi, donc XERFI, que vous pouvez trouver avec des études complètes qui ont entièrement été rédigées sur un secteur spécifique. Donc vous tapez tout simplement les mots-clés qui vous intéressent et vous trouvez l'étude de marché toute réalisée avec les sources. Donc, le travail est fait en quelque sorte. Ça peut être une bonne source aussi pour réaliser une étude. À côté de ça, je vous parlais tout à l'heure
d'études quantitatives, donc qui consiste à administrer des questionnaires. Vous pouvez le faire en version papier, mais c'est sûr que c'est mieux de le faire avec un ordinateur si vous en avez la possibilité. Vous avez des logiciels d'enquête en ligne qui existent où en fait vous définissez en amont toutes les questions que vous allez poser. Et au fur et à mesure, quand vous interrogez les personnes, vous pouvez tout simplement cliquer en fonction de leurs réponses et ça enregistre les réponses. Ce sera beaucoup plus simple par la suite pour analyser les données sur Excel, par exemple, si vous le souhaitez, que ce soit vous qui le fassiez ou une personne de votre entourage qui maîtrise bien ces outils-là. Les logiciels que je peux vous conseiller, pareil, ils sont gratuits. Vous avez Google Forms qui existe et vous avez également Qualtrics, donc QUALTRICS, que vous pouvez utiliser pour administrer des questionnaires. C'est des outils qu'on utilise et qu'on trouve assez facilement et qui sont assez simples d'utilisation. Vous avez la chance en plus d'être accompagné par des mentors. Vous pouvez, par exemple, si vous avez des questions, des doutes, peut-être revenir vers eux, mais sur Internet, vous pouvez trouver des réponses tout à fait adaptées sur comment utiliser ces outils-là. Ensuite, pour l'étude qui consiste à connaître les concurrents, Internet va être votre meilleur ami. Vous pouvez donc taper vos mots-clés tout simplement pour trouver des études qui existent déjà, des informations. Mais à côté de ça, je peux vous conseiller, pareil, plusieurs sources qui sont fiables et qui sont très utiles dans le cadre d'études documentaires. Le premier, ça va être Google Scholar, donc Google, comme le Google tout simplement, et Scholar, SCHOLAR, dans lequel vous allez trouver beaucoup de ressources, notamment universitaires du monde entier, qui peuvent vous être très utiles pour trouver des informations. LinkedIn aussi va être un très bon ami à vous pour trouver des entreprises, par exemple, concurrentes dans le même secteur d'activité ou qui ciblent la même clientèle que vous. Je vous invite vivement d'ailleurs à créer un compte LinkedIn, j'aurai l'occasion d'y revenir si ce n'est pas le cas. C'est pour être informé de l'actualité de ces entreprises-là, connaître leur profil, voir les derniers éléments qu'elles mettent en avant. C'est quelque chose de important de se tenir informé de ce que font les autres autour de nous. Et un dernier, donc Check Market aussi, donc Check, C-H-E-C-K, espace Market, M-A-R-K-E-T, qui lui vous permet d'estimer en fait le nombre de personnes qu'il faudrait interroger pour que vos résultats soient représentatifs. Pareil, il est gratuit, très simple d'utilisation. Donc ça c'est des éléments qui peuvent être plutôt intéressants. Ça, c'est si vous souhaitez faire une étude de marché tout seul, j'ai envie de dire. Quand je dis tout seul, c'est pas tout à fait le cas. Vous pouvez bien sûr être entouré de personnes qui vous accompagnent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous serez le principal responsable, j'ai envie de dire, vous serez vraiment en train de lancer, j'ai envie de dire, l'étude de marché avec la structure que je vous ai montrée et donc les ressources, vous serez tout à fait en capacité de le faire. Beaucoup de personnes se lancent seules, en tout cas dans la première étude de marché pour valider leur projet. Il faut savoir qu'à un certain stade ou quand le sujet devient vraiment complexe, notamment si vous voulez faire un business plan, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la partie financière, vous pouvez décider de faire appel à des parties prenantes externes, cette fois-ci, qui viendront vous accompagner dans votre projet. Il y en a certaines qui peuvent vous conseiller, donc je pense à la CCI ou Réseau Entreprendre, par exemple. Il y a plein d'autres associations ou organismes qui peuvent vous aider. Et à côté de ça, il y a d'autres parties prenantes qui, en échange d'une rémunération, pourront fournir en fait des prestations de conseil et réaliser une étude de marché pour vous. Je pense notamment aux juniors entreprises, donc ce sont des associations étudiantes où j'ai pu d'ailleurs m'engager pendant 2 ans pour réaliser des études de marché pour des clients. Vous pouvez donc en fait faire appel à elles pour réaliser votre étude de marché et elles vous accompagneront en quelques semaines, quelques mois en fonction du projet pour vous rendre en fait un livrable, à la fin un rapport détaillé de l'étude de marché. Et à côté de ça, donc des structures qu'on connaît beaucoup plus, les cabinets de conseil qui peuvent aussi vous accompagner. On dit des juniors entreprises qu'elles sont parfois moins chères que les cabinets de conseil. Ça s'explique par le fait que ce sont des étudiants qui réalisent les études. Pour le prix, c'est un peu difficile à évaluer. Ça dépend vraiment du type d'étude, de la durée, du nombre d'informations qu'on va récolter. Mais en général, c'est quand même plus de 1 000 €. Donc, on peut commencer en tout cas par réaliser une étude de marché tout seul de son côté, avec les différentes sources que j'ai pu évoquer. Et par la suite, si vraiment le projet grandit, qu'on cherche vraiment à obtenir par exemple un financement de la banque, on est prêt à mettre un petit peu d'argent, faire appel, pourquoi pas, à des cabinets de conseil
ou aux juniors entreprises pour réaliser son étude de marché. Donc voilà pour la partie plus pratique sur comment réaliser son étude. Une fois encore, je vous invite à noter vos questions au fur et à mesure et je reviendrai dessus à la fin avec plaisir. Si j'étais trop rapide sur certains éléments, que vous souhaitez des précisions sur un autre point, ça sera avec plaisir à la fin. À présent, un élément aussi qui est très important et que je souhaiterais mettre en avant, c'est comment rendre visible son étude de marché, comment rendre visible aussi son projet. Ce sont des éléments qui sont très importants dans la vie d'un entrepreneur. Il faut essayer de s'ouvrir en fait aux réseaux qui peuvent exister autour de nous. Ça peut être son réseau personnel qui existe déjà. Vous avez des anciens camarades, une famille, des collègues de travail, chacun des personnes autour de lui qui peuvent avoir en fait des compétences complémentaires à celles que vous avez vous. Et en fait, en combinant ces compétences-là, vous pourrez réaliser votre étude de marché. Peut-être avancez-vous dans votre coin et la faire valider par une personne de votre entourage pour voir que vous allez bien dans la bonne direction, que les sources que vous avez utilisées sont fiables, qu'on arrive à quelque chose de cohérent. N'hésitez pas en fait à faire parler de votre projet autour de vous et à solliciter des personnes qui seraient susceptibles de vous aider pour ce projet-là. À côté de ça, il y a aussi les réseaux sociaux qui occupent une place de plus en plus importante. Communiquer sur votre projet. Donc ça commence tout d'abord par créer un compte sur LinkedIn, à ajouter des personnes, à agrandir en fait son réseau. C'est un réseau virtuel, mais qui est quand même constitué de personnes réelles qui travaillent, qui pareil ont des compétences, des retours à vous faire, des idées. Et ça peut être très important pour vous de créer un compte sur LinkedIn, se tenir informé aussi de ce qui se passe et faire des publications, pourquoi pas, sur votre projet, où est-ce qu'il en est, comment il avance. Une fois que votre étude de marché, par exemple, est réalisée, faire une publication à ce sujet-là, montrer qu'on avance en fait et que on est soutenu et que le projet commence à prendre forme, à être vraiment concret. Et pour le troisième point, créer tout simplement de nouvelles relations. Aller au-delà du réseau personnel qu'on connaît, aller au-delà des personnes qu'on a pu rencontrer et faire l'effort de participer à des événements. Vous le faites déjà aujourd'hui, par exemple, en participant au webinaire. Rencontrer en fait de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles méthodes aussi de travail, de nouvelles façons de faire. Les événements, on a l'avantage de les voir en présentiel, mais également en distanciel. Et ça aide quand même beaucoup de pouvoir participer à distance à des événements pour se former, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour échanger avec eux sur les projets, ça peut être intéressant. Vous pouvez trouver encore une fois sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn en tapant des mots-clés, des événements adaptés à votre secteur d'activité, à votre projet aussi, et tout simplement rencontrer, ajouter des nouvelles personnes, donc se connecter comme on dit sur LinkedIn et échanger avec eux, leur envoyer un message, leur proposer un appel de 30 minutes dans lequel ils vous présentent peut-être leur projet, vous le vôtre, ou vous leur posez des questions sur les étapes qui leur ont permis d'arriver où ils en sont. L'échange se fait beaucoup plus facilement et j'insiste sur cette importance de communiquer sur les réseaux, se rendre visible et échanger pour élargir son réseau. C'est, je pense, une étape clé aussi dans la vie d'un entrepreneur que de maintenir ces relations-là et de chercher à les développer. Une dernière partie peut-être sur les erreurs à éviter quand on réalise son étude de marché. Donc, j'ai pu vous présenter les différentes étapes, pourquoi réaliser une étude, quels sont les différents types d'études, comment la réaliser très concrètement, avec quelle base de données, quelles ressources utiliser. Et la dernière partie que j'aimerais aborder avec vous, c'est 3 points clés qui sont importants pour un entrepreneur quand il réalise son étude de marché. Le premier, je dirais tout simplement, c'est de sous-estimer l'importance de l'étude de marché. C'est de se dire qu'on a une idée tellement neuve et unique que de toute façon, le projet va marcher, qu'on n'a pas besoin d'étude de marché. C'est de se dire, par exemple, aussi qu'on n'a pas les compétences pour réaliser son étude de marché. J'ai essayé en tout cas de vous montrer pendant cette formation les différents types d'études qui existaient, les différentes ressources que vous pouviez utiliser, les parties prenantes aussi avec les cabinets de conseil si jamais vous n'avez pas la capacité de le faire seul. Mais dans tous les cas, votre réseau peut vous aider et l'étude de marché, c'est une étape importante pour un entrepreneur. C'est l'étape qui valide vraiment tout au début le projet. S'assurer en fait qu'il y a des clients
qu'ils ont des attentes, s'assurer aussi que les concurrents n'ont pas déjà fait une offre totalement similaire à celle qu'on propose. Donc voilà, c'est une étape qu'il ne faut absolument pas sous-estimer pour un entrepreneur dans le cadre de son projet. En lien avec ça, ne pas la sous-estimer, ne pas sous-estimer non plus les résultats de cette étude. Comme je le disais tout à l'heure, ne pas laisser son étude de côté et passer à la suite, vraiment s'en servir pour définir les éléments clés qui ont pu en ressortir et adapter son projet. Ça va être, par exemple, se rendre compte qu'on avait défini un prix bien trop élevé en fait par rapport à ce que fait la concurrence. C'est peut-être voir que notre clientèle, elle va plutôt se baser entre telle tranche d'âge et pas une autre comme on avait pu l'envisager. Tout ça, ça va avoir un impact sur notre façon de communiquer, sur notre façon de vendre notre service, vendre notre projet, de le mettre en avant. Donc voilà, plein d'éléments comme ceci qu'il faut pouvoir considérer grâce à son étude de marché. La deuxième erreur qu'on pourrait aborder, c'est celle d'oublier ou de mal définir les objectifs de son étude. C'est de foncer vraiment tête baissée, de se dire, bon, dans ma to-do, dans ma liste de choses à faire, je dois faire une étude de marché, c'est parti, mais sans trop savoir vraiment ce qu'on cherche à faire. Là, c'est le meilleur moyen d'être perdu. Le mieux, c'est vraiment de se poser et pareil, d'en discuter avec son entourage, pourquoi pas, ou quelqu'un qui peut nous accompagner, pour voir ce qu'on cherche en fait à obtenir. Est-ce qu'on veut connaître nos clients? Est-ce qu'on veut différencier son offre de ses concurrents? Est-ce qu'on veut connaître la rentabilité de notre projet d'ici 5 ans? Une fois que cette étape-là, en fait, est vraiment claire pour nous et définie, là, on pourra savoir quel type d'étude sera le mieux adapté, combien de temps ça va nous prendre et qu'est-ce qu'on attend réellement de cette étude. Donc voilà, ça, je pense que c'est aussi un point important. Le troisième, il concerne plutôt la cohérence des informations qu'on va avoir. Donc, l'erreur, ça serait de ne pas vérifier en fait que nos résultats sont représentatifs et qu'ils sont fiables. C'est un point, par exemple, pour une étude quantitative, ça consisterait à n'avoir qu'un nombre très réduit de réponses. On considérait que c'est suffisant pour son étude, mais en fait, c'est loin de représenter ce que nos clients vont vouloir, parce qu'en fait, le panel qu'on interrogeait est bien trop faible. Ça peut être une erreur. Pour l'étude documentaire, donc pour connaître ses concurrents, une problématique, par exemple, qui pourrait survenir, c'est d'avoir récolté plein d'informations, et c'est très bien, et des informations qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas utilisables, en ce sens où elles ne sont pas vraies, en fait, pas représentatives de ce que font les concurrents. Il faut donc bien s'assurer, oui, des sources d'informations qu'on utilise, les vérifier, pourquoi pas, avec une autre, et voir à la fin si toutes les informations sont fiables. Ça peut concerner donc le prix, par exemple, que proposent les concurrents. Et le plus simple, ça va être d'aller directement sur le site internet du concurrent, parce que c'est là où on aura vraiment une vision concrète des services qu'ils proposent, de la manière dont ils communiquent, et tout ce genre d'informations. Sachant que LinkedIn aussi peut vous aider pour cette partie-là. Avec LinkedIn, vous aurez en plus l'avantage d'avoir peut-être des informations à jour, parce qu'eux, ils vont publier régulièrement des posts pour tenir informés leurs clients, ou en tout cas les personnes qui les suivent, de l'avancée de leur projet, de leurs résultats, de leurs prochaines étapes, des choses comme ça. Donc voilà, 3 éléments clés que j'avais quand même envie de mettre en avant, parce qu'une étude de marché, c'est très bien de la réaliser, mais il faut quand même s'assurer qu'on a bien défini nos objectifs et que les informations qu'on a récoltées étaient fiables. Je pense vous avoir présenté de manière générale les objectifs d'une étude de marché. J'espère que ça vous a présenté un peu plus ce que c'était, et surtout montrer à quel point c'était important pour la vie d'un entrepreneur. C'est pour moi pas une étape bonus, j'ai envie de dire, pour un entrepreneur. C'est vraiment une étape clé qui va arriver tout au début, en tout cas, du projet, une fois qu'il est en tête, pour s'assurer en fait qu'on va dans la bonne direction et que ce qu'on fait est quand même tout simplement cohérent. J'espère avoir été claire. Je vous remercie pour votre attention. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez vous baser peut-être aussi sur votre expérience personnelle, des questions, des doutes que vous pouvez avoir. Et voilà, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Et du coup, donc, j'ai récupéré 4 questions dans le chat que je te lirai. Donc, la première, donc, ma cible est en public déficient visuel. Cette particularité physique ne peut pas être mentionnée dans un fichier. Comment faire? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, il nous dit en fait que sa cible
Donc, il a un public déficient visuel et la particularité physique ne peut pas être mentionnée dans un fichier. Comment il peut faire pour ne pas partager le handicap de sa cible? Il pourrait peut-être se rapprocher d'une association, d'un groupe peut-être aussi sur les réseaux sociaux qui pourrait exister, qui est vraiment spécifique à ce handicap. Ça permettrait de ne pas poser directement la question, mais étant donné que la personne fait partie de ce groupe-là, voilà, de savoir qu'elle en fait partie. Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser directement dans les questionnaires. Donc oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça répond directement à la question, mais s'il ne peut pas directement poser la question, essayer de se rapprocher d'un environnement, d'associations, comme j'ai pu le dire, on a plusieurs qui existent, dans lesquelles ils pourraient trouver un panel représentatif. Merci Sarah. Alors, il y a une deuxième question qui concerne l'enquête client. Et du coup, donc, la personne interrogée ne risque-t-elle d'être bienveillante dans ses réponses qui seraient différentes de son attitude de consommation? Comment s'en prémunir? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a une différence entre interroger la personne dehors et voir vraiment ses habitudes une fois qu'elle est face au produit. La réaction peut être différente. C'est pour ça que la représentativité des réponses est importante. C'est en interrogeant beaucoup de personnes, en fait, que l'avis d'une seule comptera moins, si j'ai envie de dire, et qu'on aura vraiment quelque chose de cohérent et de représentatif du marché. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter, je pense, dans ce genre d'enquête, d'interroger ses proches, puisqu'ils vont avoir tendance à répondre de façon beaucoup plus positive, j'ai envie de dire. Donc, la meilleure façon de se prémunir de ça, c'est d'avoir un panel tout simplement plus éloigné de ses proches et assez important pour ne pas se baser sur quelques réponses uniquement. Merci pour ta réponse. Déjà, pour la première réponse, je pense que là, la personne dit dans le chat que tu as répondu à sa question, donc contacter sa cible de façon indirecte. Tout à fait. Donc, on a une troisième question. Donc, déjà, la personne te remercie pour ta présentation et elle aimerait que tu listes les sites que tu as mentionnés tout à l'heure. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il serait possible, par exemple, à la fin, que je t'envoie un mail avec l'ensemble peut-être des liens même, pour accéder directement à la source? Ça sera plus simple pour vous tous. Totalement, ouais. Je mettrai les gratuits et les payants. Je rappelle que les payants, en bibliothèque, vous pourrez en trouver certains et ils devraient être accessibles. Ok. Et une dernière question avant d'aller prendre les questions dans l'onglet questions-réponses. Alors, quand j'ai réalisé une étude quantitative il y a quelques années, j'ai réalisé une étude quantitative il y a quelques années. Est-ce qu'il est bon de la reprendre et de l'améliorer pour affiner le projet? Alors, j'ai peu de détails sur le nombre d'années. Enfin, il y a combien de temps ça a été réalisé, auprès de combien de personnes. Si elle avait été réalisée auprès d'un nombre très faible, oui, je conseille quand même de la refaire. D'autant plus que le projet a peut-être évolué, que le questionnaire aussi, peut-être que, avec le projet qui a évolué, il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser. Donc, ça dépend un petit peu de la première, on va dire, étude que vous avez réalisée. Cependant, j'estime que si la première respectait l'ensemble des critères, qu'elle était bien structurée, qu'elle permettait d'avoir des résultats, il faut maintenant passer à l'étape d'après. Et pour moi, l'étude est réalisée il y a plus de 5 ans, d'accord, et le projet a évolué. D'accord. Merci, Romain, pour ces précisions. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, parce que les questions vont être différentes. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez cibler une catégorie différente ou vous allez proposer un service tout simplement qui a évolué. Suivre l'évolution des comportements. Oui, donc je suggérais surtout si c'était il y a 5 ans de pouvoir en faire une à nouveau et de s'assurer qu'il y a un nombre de réponses assez conséquent. Super. Alors, je vais prendre les questions dans l'onglet questions-réponses. La première question dans cet onglet-là, donc, quelles sources d'informations recommander pour se tenir au courant sur ces enjeux d'études de marché avec des best practices US, UK ou FR? Sur vraiment comment réaliser une étude de marché? Ouais. Quelles sont les sources que tu pourrais recommander?
J'en ai pas qui me viennent en tête particulièrement. Je... Non, j'en ai pas en tête là qui me viennent. De toute façon, quand on n'a pas de source précise, alors l'INSEE, ça va être plutôt sur des tendances. Enfin, la question, ça concernait comment réaliser une étude de marché? Alors, la question, c'est quelles sont les sources d'informations recommandées pour se tenir au courant sur les enjeux d'études de marché d'autres pays? Les enjeux d'études de marché. Alors, j'aimerais bien que la personne spécifie l'information qu'elle souhaite avoir. Si c'est comment réaliser une étude de marché, Internet de façon plus générale, mais si c'est sur les bases de données, bon là, ça sera les différentes que j'ai citées. Ah, Ok. donc quelles sources pour suivre les nouvelles façons de faire des études de marché avec des outils? Alors oui, non, là, je n'aurais pas de sources en particulier pour ce point-là. Par contre, les bases de données, elles, c'est celles que j'ai pu présenter avant et elles évoluent peu, c'est-à-dire que l'INSEE, c'est vraiment une source fiable et voilà, on peut aller vers celle-là de toute façon pour réaliser son étude. Merci. La même personne nous pose la question de focus group, pas focus group, avantages, inconvénients. Ouais. Ok. Alors le focus group, je ne l'ai pas cité comme ça, mais c'était donc l'étude qualitative que j'ai pu décrire tout à l'heure. Pour expliquer rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, un focus group, c'est qu'on va choisir un panel, on va vraiment faire attention aux personnes qu'on va interroger parce qu'elles ont des caractéristiques qui correspondent totalement en fait à notre cible, potentiellement aux clients qu'on pourrait avoir. Un focus group, ça va être 4 à 10 personnes, voilà, on va interroger. Et l'idée, ça va être de leur poser des questions et de les laisser en fait s'exprimer. Ça peut être individuel, mais ça peut être aussi en groupe entre elles. Et là, on va vraiment s'intéresser à la qualité de leurs réponses, aux idées qu'elles vont développer, aux ressentis, en fait, beaucoup moins sur la partie quantitative que j'ai pu préciser avant, mais vraiment voilà, sur la qualité des réponses qu'elles vont apporter. Quels sont les avantages? On ira voilà, plus loin dans les réponses, comme j'ai pu le dire, beaucoup plus de questions ouvertes. On s'intéresse beaucoup plus voilà, au ressenti, à la qualité des réponses qui vont être apportées. Point négatif, je n'en vois. Il peut y en avoir. Je dirais que ce n'est pas la première étape pour un entrepreneur. La première étape, ça va être vraiment la quantitative, où on s'intéresse à quantifier tout simplement, à avoir une idée plus générale de notre projet. Donc, l'inconvénient, je dirais, c'est aller tout de suite vers un focus group, alors que ce n'est pas la première étape. Une autre problématique, ça va être peut-être dans le choix du panel. Justement, ça peut être une difficulté de trouver vraiment les personnes adaptées pour qu'elles soient disponibles, pour qu'elles acceptent toutes voilà, de participer. Mais ce sont juste des problématiques techniques, si j'ai envie de dire. Donc, je vois surtout des avantages au focus group, sachant qu'à la fin, l'avantage voilà, du focus group, c'est qu'on va analyser chaque réponse individuellement, mais également collectivement. Donc, voir comment, à chaque réponse, chaque personne en fait, a pu répondre. Donc, ça va nous apporter de bonnes informations. Pour conclure, oui, je dirais qu'il y a bien plus d'avantages que d'inconvénients, mais ne faites pas du focus group une priorité. Merci, Sarah. Monétisation pour obtenir des réponses. Quel est ton avis? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, la monétisation pour obtenir des réponses. Est-ce que tu aurais un avis? Alors, un avis, c'est que c'est efficace, parce que vous serez obligé d'avoir des réponses. On va être obligé, parfois, voilà, de faire appel à ça quand on va être dans un secteur très fermé, un secteur de niche, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est vraiment réduit. C'est une solution qui existe. C'est pas celle qu'on va privilégier pour tous les secteurs, on va dire. Il y a des secteurs, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, là, on va très facilement trouver des personnes prêtes à répondre. C'est voilà, quelque chose qui fait partie du quotidien qu'on va trouver autour de nous. Donc, la monétisation ne va pas être obligatoire. J'ai envie de dire, on peut trouver d'autres solutions. Pour d'autres secteurs de niche, c'est vrai que ça va être plus compliqué de trouver voilà, des personnes dans la rue de manière lambda, j'ai envie de dire. Donc, la dernière question de l'anglais, question-réponse. Exemple concret, plus de 2 si possible, concernant les façons de demander des études de marché à des personnes qui n'ont pas de temps ou pas d'envie de reprendre s'il n'y a pas de compensation financière.
C'est vrai, c'est une problématique qu'on peut rencontrer. Ça va dépendre beaucoup, je trouve, de la manière déjà d'aborder la personne. Aborder une personne dans la rue, c'est sûr que ça va être compliqué parce que c'est pas du tout là ce qu'elle souhaite faire. Par contre, est-ce que j'ai un exemple? Je sais pas, quelqu'un qui veut ouvrir quelque chose en lien avec, par exemple, les produits laitiers qui se mettraient, par exemple, à la sortie d'un magasin, on a plus de probabilité de rencontrer une personne qui est intéressée par ce type de produit et qui sera donc susceptible de répondre. Donc, l'endroit, en fait, où on le fait déjà me semble important. L'approche aussi me semble importante. Et le dernier point, c'est la durée du questionnaire, tout simplement. Il faut qu'il soit vraiment fluide, il faut qu'il aille à l'essentiel, qu'on ne pose pas des questions inutiles ou à rallonge si ce n'est pas le cas. Je pense qu'une dizaine de questions, bien sûr, c'est adapté, ce que je dis, mais voilà, 10 questions, ça me semble déjà une bonne base pour avoir une bonne étude quantitative. Donc, faire en sorte qu'il ne dure pas plus de 3 minutes et le préciser, par exemple, quand on envoie le lien, par exemple, si c'est sur les réseaux sociaux, voilà, préciser que l'étude ne dure pas plus de 2 minutes. Ça aide la personne à se projeter et à vouloir répondre. Super. Alors, il y a une personne qui a posé la question de comment ouvrir une entreprise adaptée. Je pense que ce n'est pas l'objet du webinaire. Du coup, on pourra... n'hésitez pas à vous rapprocher de nous après pour vous apporter quelques éléments de réponse sur cette question. Et on a une autre question. Donc, et si on veut cibler des clients de déficience visuelle qui sont attachés à aucun réseau? C'est souvent le cas. Là, c'est plus compliqué et j'avoue ne pas avoir de réponse maintenant. Peut-être avec son réseau personnel. D'abord trouver une personne et petit à petit, dans le questionnaire, lui demander si elle aurait d'autres personnes qu'elle connaît qui seraient susceptibles de répondre ou avec qui on pourrait la mettre en contact. Peut-être compliqué de trouver la première personne, mais une fois que c'est fait, voilà, à travers le réseau, qui est un point important, trouver les autres personnes. Merci, Sarah. Alors, une autre question. Si la démarche est artistique, des articles, un livre, des photos, faut-il forcément se comparer aux autres ou juste créer sa place? C'est une bonne question. Je pense que quel que soit le secteur d'activité, dans tous les cas, si l'idée derrière, c'est de pouvoir lancer un projet, en fait, qui soit rentable ou pas, même s'il n'engage en fait aucun fonds, savoir ce qui est autour de nous, quand même avoir cette curiosité de voir ce qui existe, ça me semble très important. C'est ce qui fait qu'on pourra se démarquer. Même si c'est une activité bénévole, par exemple, pourquoi pas voir ce que font les autres, quelles techniques ils utilisent. Donc je dirais que c'est moins essentiel, mais ça reste pour moi quand même une étape importante, oui. Ok. Ensuite, donc, je ne l'attendais pas. Le quantitatif en premier, comment s'assurer de répondre aux besoins du marché? Certes, on check la taille du marché avec le quantitatif, mais après, il faut bien définir les personas à mon sens. Oui, tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Quand je disais en premier lieu, c'est que donc, je pense que ça va être la première étape dans tous les cas, de cibler un grand nombre de personnes et c'est en ayant plusieurs qu'après on pourra en fait se concentrer. Le but, c'est d'aller du général avec la population au plus spécifique avec les personnes qu'on aura identifiées dans le focus group. Donc quand je voulais dire première étape, je n'exclus pas le focus group, je dis juste que c'est quand même compliqué. Enfin, il y a peu d'intérêt, je pense, voilà, d'aller tout de suite au spécifique si on n'a pas vu d'abord ce qu'il y avait de façon plus grande avec l'étude quantitative. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points de la question. Je veux bien que tu me la relises, s'il te plaît. Yes. Alors, donc, le quantitatif en premier, comment s'assurer de répondre aux besoins du marché? Certes, on a vérifié la taille du marché avec le quantitatif, mais après, il faut bien définir des personas, à mon sens. Oui. Donc, comment s'assurer qu'on a bien répondu aux besoins du marché? C'est là que, justement, les clients potentiels ont une place très importante. On leur demande quelles sont leurs habitudes de consommation, vers quels produits elles vont actuellement,
qu'est-ce qui pourrait leur manquer, quels seraient leurs critères essentiels quand ils choisissent tel ou tel service. C'est ça qui va faire qu'on va trouver un manque en fait dans le marché. C'est ces questions-là dans l'étude quantitative qui vont être importantes. Une fois que c'est fait, on aura peut-être ciblé pendant les entretiens qu'on aura fait des personnes qui donnaient beaucoup plus de réponses ouvertes, qui étaient vraiment intéressées par le projet. Elles vont constituer un panel important par la suite pour le focus group. Et c'est vers elles qu'on va aller pour poser des questions en fait beaucoup plus détaillées et voilà, valider en quelque sorte la continuité du projet. Donc c'est pour ça que ça se fait quand même en 2 étapes. Alors, il y a une personne qui nous a partagé un site d'études de marché payant, donc Market Research Stats. Je ne sais pas si tu connais. Non, celui-là ne me dit rien. Alors, que penser des études payantes? Ça dépend de ce que vous attendez de votre étude. Si votre étude, c'est de connaître le secteur de façon vraiment assez générale, d'avoir des chiffres clés, ça peut être utile, mais il faudra encore une fois vérifier la fiabilité de la source. En revanche, si votre projet est vraiment très spécifique et que vous souhaitez des résultats qui soient propres à vous par rapport à ce qui existe au niveau du marché, ce ne sont pas des études payantes qui existent déjà qui vont vous aider. Si vous êtes prêt à mettre de l'argent, autant le mettre, pourquoi pas, dans un cabinet de conseil ou une junior entreprise, comme je le disais avant, qui vont plus s'adapter à vous, votre activité par rapport aux autres. Je suis assez mitigée sur cette question. Je vous ai parlé de Xerfi tout à l'heure, qui est donc payant. C'est une première base, en fait, pour connaître le marché. C'est quand même un bon début, mais je pense que ça ne fait pas tout pour répondre à la question. Et je ne connais pas les prix, mais il me semble que c'est quand même assez élevé pour ce type d'études. On n'a plus de questions. Moi, j'avais une question pour toi, Sarah. Du coup, donc l'étude de marché, est-ce que c'est aussi nécessaire pour quelqu'un, je crois à la question que tu as posée tout à l'heure, pour quelqu'un qui est déjà en activité, pourquoi est-ce que cette personne, quel serait l'intérêt de cette personne-là de se repencher sur l'étude de marché? Alors, une personne qui a déjà une activité en place, c'est vrai qu'elle ne verra pas forcément le besoin de lancer l'étude de marché et je ne vais pas non plus lui conseiller d'en faire une absolument. En revanche, il peut arriver qu'elle voit son activité baisser, qu'elle voit qu'elle n'a pas de nouveaux clients qui arrivent ou qu'elle n'a pas de clients encore très peu alors que son activité est lancée depuis 3-4 ans. Là, elle peut se poser des questions. La première question, ça va être, est-ce que c'est le cas au niveau de l'ensemble du marché ou est-ce que c'est moins spécifiquement? Et c'est là que donc, l'étude documentaire, voir ce que fait la concurrence, va être importante. Regarder le nombre de clients qu'ils peuvent avoir. Des fois, on n'a pas l'information directement, mais ça peut être des choses plus implicites. Le nombre d'abonnés qu'ils ont sur les réseaux, les résultats, par exemple, qu'ils peuvent mettre en avant chaque année pour voir le nombre de clients, peut-être le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. Donc voilà, sinon, on sent en tout cas que l'activité stagne, voire qu'elle baisse, et que notre activité est déjà en place, là, l'étude de marché me semble importante. Ok, merci. Et quelqu'un qui sera en auto, est-ce que l'étude de marché est liée, est-ce que faire obligatoirement une étude de marché, c'est lié au statut entrepreneurial souhaité ou c'est totalement indépendant? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que faire une étude de marché, c'est lié au statut de l'entreprise ou est-ce que quel que soit le statut, c'est conseillé de passer par une étude de marché? Oui, tout le monde fait des études de marché, pas du tout les entrepreneurs uniquement. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup à l'entrepreneuriat parce que c'est une des premières étapes en fait quand on veut se lancer. Moi là, je travaille dans un grand groupe, on fait régulièrement des études de marché. Il faut toujours se comparer de toute façon, voir ce qui existe aussi autour de nous. Donc c'est pas lié aux entrepreneurs uniquement, même si c'est l'image en tout cas qu'on Ouais. a. Ok. Juste une dernière question qui m'est souvent posée. Ouais. Pour des porteurs de projets innovants, est-ce que c'est conseillé de passer par une étude de marché? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps puisque a priori, on n'a pas de concurrents? Donc, à ce moment-là, comment tourner l'étude de marché et vers quoi le tourner en fait? Pour moi, c'est d'autant plus important de lancer une étude de marché quand on est sur un secteur de niche vraiment très, très spécifique. Et c'est d'ailleurs pour ce genre de clients qu'on réalisait des études, moi en tout cas celles que j'ai pu réaliser. On a tout à gagner à réaliser une étude de marché puisque dans tous les cas, en fait, on va aller en contact de
potentiels clients, on va faire parler de son projet, on va pourquoi pas garder contact avec ces personnes-là par la suite. Dans tous les cas, ça agrandit notre réseau et en fait, ça nous permet de valider encore une fois cette idée qu'on peut avoir. Si on ne fait pas l'étude de marché et que tout simplement on se lance, on commence par quoi? On ne sait même pas par où commencer en fait. J'exagère un petit peu en disant ça parce qu'on a l'idée en tête, on a peut-être, voilà, on sait un petit peu vers où aller, mais tant qu'il n'y a rien de structuré, on part un petit peu de zéro. Alors qu'en réalisant l'étude de marché, on a vu qu'il y avait très peu de concurrents, mais qu'il y en avait peut-être un ou deux qui existaient. Il y avait peut-être des concurrents indirects, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des associations ou des organismes qui peuvent faire quelque chose de similaire à nous. Et bien, très important de voir quels sont leurs partenaires, comment ils communiquent, quels services ils mettent en avant. Dans tous les cas, on peut trouver quelque chose. Les informations sont plus compliquées à trouver dans ce cas-là, donc c'est vrai que ça demande voilà, plus d'efforts de recherche. Mais l'aboutissement n'en est que meilleur, j'ai envie de dire, puisque surtout avec l'étude quantitative, on aura rencontré des personnes qui potentiellement vont trouver un intérêt pour ce projet et qu'on pourra rester en contact avec elles et voilà, les tenir informées de notre projet par la suite. Merci Sarah. Après, j'ai encore une autre question qui m'est venue entre-temps. Là, j'ai pas de questions dans le chat. Ah si, j'ai une dernière question. Êtes-vous dispo pour réaliser mon étude de marché? C'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, Joanne, pour moi. Mais pour te répondre, tu sais, j'ai cité donc, les différentes parties prenantes. Il y en a qui peuvent être de bons conseils. Et après, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est vraiment de la faire par toi-même et de la valider, ou pourquoi pas par un mentor, des proches. Même moi, en vrai, si tu m'envoies, je pourrais te faire un retour dessus, mais je n'aurai pas le temps pour réaliser toute l'étude. Et sinon, si vraiment tu n'as pas le temps et tout, tout simplement voilà, passer par les cabinets qui peuvent exister. Donc, j'ai bien vu la blague derrière ton message, mais il faut quand même, s'il y en a qui se posent la question. Super, merci. Et du coup, est-ce qu'on peut réaliser un business plan ou est-ce qu'il faut respecter le process, c'est-à-dire faire une étude de marché, la valider avant de passer au business plan, ou on peut faire le business plan sans faire l'étude de marché? Ça, c'est une bonne question. Le business plan, il présente l'entreprise de façon globale. Donc, présenter l'entreprise dans un secteur d'activité. Pour présenter le secteur d'activité, il faut forcément être passé par les étapes d'avant, qui sont connaître ses clients, connaître ses concurrents. Donc, dans tous les cas, l'étude de marché, la partie quantitative, qualitative, l'étude documentaire viendra avant le business plan. Et en fait, on viendra justement, on intégrera les études et recherches qu'on a faites avant dans notre business plan. C'est une troisième étape. Voilà. Super. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si Virginie en a entre-temps. Dans le chat, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, allez poser dans le chat. Alors, ok. Donc, Joanne qui nous dit, vous parlez d'associations comme concurrents indirects. Pourquoi indirect? Tout dépend de votre projet, Joanne. Ça dépend aussi de si l'association est à but lucratif ou non. Donc, je vais mettre un peu plus de distance avec ce que j'ai pu dire. Je prends l'exemple d'une entreprise qui souhaiterait se lancer. Une association, par exemple, bénévole à but non lucratif, sera un concurrent indirect puisque elle ne va pas chercher à faire du revenu. Elle va peut-être avoir une activité qui se rapproche de la vôtre, mais en termes de modèle, elle va être différente. Donc, ok. Dans votre cas, ok, ce sont des concurrents frontaux, donc dans votre cas, tout à fait, ça va être des concurrents directs. Oui, bien sûr. C'est un abus de langage, on va dire, de ma part. Ça dépend bien sûr de votre structure. Direct, pour donner une définition plus générale, les concurrents directs proposent des services ou des produits similaires aux vôtres et vont cibler la même clientèle. Des concurrents indirects vont avoir un modèle différent, des services qui commencent à s'éloigner un petit peu et des concurrents des clients qui peuvent être sur la même tranche, mais avec des services un petit peu différents pour compléter ce que j'ai dit. Ça l'a pris, ouais, effectivement. Alors, du coup, est-ce que tu as des sites pour les études de marché pour l'étranger? Je ne sais pas si c'est des sites... Oui, bien sûr. Oui, il en existe. Donc, pour l'Asie, par exemple, est-ce que tu en aurais? Oui, alors ça ne va pas être spécifique pour l'Asie, mais Xerfi que j'ai pu... je parle beaucoup de Xerfi parce que c'est un des leaders, j'ai envie de dire, il y en a sûrement d'autres qui existent. Donc voilà,
regardez aussi ce qui existe sur Internet. Mais Xerfi propose sur plusieurs zones géographiques, donc pas du tout, pas la France uniquement. L'Europe et également les autres continents, et en faisant vraiment, en précisant des fois sur un marché très spécifique dans un pays. Donc, je vous conseille d'aller voir Xerfi, donc je vous l'enverrai bien sûr et c'est tout, vous l'enverra dans le mail à la fin avec le lien. Effectivement. Alors, les sites que Sarah nous propose concernent seulement la France, alors non. Surtout la Chine et le Vietnam, je pense que tu as répondu en partie. Peut-être les chambres de commerce françaises à l'étranger. Céline a raison. Ouais. Les chambres de commerce, toujours bien d'envoyer un mail, d'appeler si c'est pas payant, ça dépend du pays, de l'opérateur que vous avez, etc. Mais dans tous les cas, les chambres de commerce sont là, elles répondront au maximum à vos questions. En tout cas, moi, j'ai fait appel à elles pour certaines études de marché que je voulais connaître. Tout simplement parce que c'est un marché qu'on ne connaît pas forcément, c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont peut-être des ressources en ligne disponibles dans leur pays, et nous, on ne les connaît pas, donc on n'ira pas les voir. Mais en passant un simple appel, en envoyant un simple mail, ils pourront en tout cas nous rediriger parfois avec de bonnes ressources. Bon, bah super, j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore quelques secondes, pour ne pas dire quelques minutes. Non. Est-ce qu'il y a des forums entre ceux qui sont en train de faire des études? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Si c'est clair pour toi, Sarah. Moi non plus. Est-ce qu'il y a des forums entre ceux qui sont en train de faire des études de marché? C'est pas très clair. Ah, des forums d'échange. Ah, des forums d'échange. Oui, je pense des conseils, enfin, pour ça apporter des conseils entre personnes entrepreneurs du coup, qui font des études. D'accord. Oui, c'est clair. Alors oui, il en existe certainement. Ça concerne plutôt la partie donc réseau qu'il faut essayer d'agrandir justement. On peut en trouver sur LinkedIn. Il y a des forums, des groupes en tout cas qui existent. Il en existe sur plein de réseaux, hein, sur Twitter, sur Twitch, sur tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de les trouver et c'est la partie un peu plus complexe, c'est-à-dire que moi, j'en connais pas personnellement, mais en allant sur LinkedIn et en tapant des mots-clés, il y a des groupes privés qui existent. Vous pouvez demander en fait à les rejoindre, et l'adhésion est assez facile en général. Donc, ça vous permettra d'intégrer ces réseaux-là et d'échanger, pourquoi pas, avec eux par la suite. C'est en fait, je connais des personnes qui avaient cherché justement à rejoindre des forums. On commence encore une fois avec le réseau par trouver une personne qui va nous conseiller, nous contacter une autre qui va ensuite nous ajouter dans un forum. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour échanger. Donc la démarche peut être plus complexe, mais ça se fait très bien, oui, sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, parfait. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci encore Sarah pour toutes ces informations, et merci à Hélène pour cette transcription en langue des signes française, et merci à tous pour votre participation. Et donc, on vous fera un retour. Donc, Sarah nous a partagé quelques ressources que nous vous partagerons avec Virginie. Et ce webinaire, pour rappel, a été enregistré. Donc, il y aura également un replay qui sera disponible dans les prochains jours, et on vous partagera effectivement dans une logique de s'améliorer. On vous partagera un questionnaire pour recueillir vos retours et pouvoir améliorer ce processus. Merci à tous et bonne journée à vous, et à très bientôt pour un autre webinaire portant sur la thématique du business plan qui aura lieu le 29 avril 2022, toujours à 14h. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci Sarah.